Bienvenue, on va aller droit au but aujourd'hui avec un guide pratique sur les chiffres, les formules et les réflexes qui font vraiment toute la différence en pédiatrie. L'idée, c'est d'avoir les bons outils en tête quand chaque seconde compte. Alors commençons par la question fondamentale, celle qui change absolument toute notre approche. Pourquoi est-ce qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature? C'est la réponse à cette question qui est la clé de tout, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Ok, voilà notre plan de match. On va commencer par les bases, signes vitaux et matériels. Ensuite, on verra les calculs essentiels, notamment pour les fluides. Puis, on attaquera deux moments critiques, l'anesthésie et la transfusion. Et on terminera en synthétisant les points vraiment incontournables. Allez, on attaque. Première section, les signes vitaux et le matériel. C'est le socle de tout. Parce que si on ne comprend pas la physiologie si particulière de l'enfant, on ne peut tout simplement pas interpréter correctement les signaux qu'il nous envoie. Jetez un œil à ce tableau, c'est flagrant. Un nouveau-né peut respirer jusqu'à 50 fois par minute. Chez un adulte, ce serait un signe de détresse majeure. Mais chez lui, c'est lié à un métabolisme ultra rapide et à des besoins en oxygène qui sont proportionnellement bien plus élevés. Ce tableau montre parfaitement que la pédiatrie, c'est un monde en perpétuel changement. Bon d'accord, mais en pleine urgence, comment on sait si la pression est trop basse? Eh bien, il y a une formule toute simple, mais vitale. Si la pression systolique est en dessous de 70 plus 2 fois l'âge de l'enfant en année, c'est une alarme. C'est un calcul mental qui doit devenir un véritable réflexe pour agir sans perdre de temps. Ok, on a vu les constantes. Mais pour intervenir, avoir les bons chiffres ne suffit pas. Il faut aussi les bons outils. Et c'est là qu'on touche à un autre principe fondamental en pédiatrie, la taille, ça compte. Énormément. L'à peu près ici peut avoir de très très lourdes conséquences. Justement, en pleine action, on n'a pas le temps de sortir une abac. Alors voilà une formule magique pour la taille de la sonde d'intubation sans ballonnet. On prend le poids en kilos, on divise par 10 et on ajoute 3. C'est une astuce simple et extrêmement précieuse à mémoriser. Et ça continue, c'est logique. Pour la sonde d'aspiration, la règle est encore plus simple. On prend la taille de la sonde d'intubation qu'on vient de calculer et on multiplie par 2. C'est direct, c'est efficace et c'est surtout très facile à retenir dans le feu de l'action. On enchaîne sur la deuxième partie, les calculs qui sauvent des vies. On va parler fluide, poids, des calculs qui sont le quotidien de la pédiatrie et où vraiment la précision est une question de vie ou de mort. Ah, la voilà, un grand classique, la règle des 4-2-1. C'est la méthode de référence pour calculer les besoins en liquide de base d'un enfant. C'est simple, on donne 4 ml par kilo par heure pour ses 10 premiers kilos, puis on passe à 2 ml pour les 10 kilos d'après, et enfin 1 ml pour chaque kilo au-dessus de 20. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple, un enfant de 15 kilos. Pour ses 10 premiers kilos, c'est la première règle. 10 fois 4, ça fait 40 ml. Pour les 5 kilos qui restent, c'est la deuxième règle. 5 fois 2, ça fait 10 ml. On ajoute les deux, 40 plus 10, ça nous donne 50 ml par heure. C'est simple, c'est logique et ça marche. On entre maintenant dans un territoire un peu plus délicat, l'anesthésie. Il ne s'agit pas juste d'endormir un patient. Il s'agit de naviguer avec une précision d'horloger à travers les phases critiques de la sédation et surtout du réveil. Pour se repérer, il existe une sorte de carte routière, les stades de Gödel. Le stade 1, c'est l'endormissement. Le stade 2, c'est une phase d'excitation. Et là, attention, c'est la zone de danger, on y revient tout de suite. Le stade 3, c'est notre but, le plan idéal pour opérer. Et le stade 4, c'est l'alerte rouge, le surdosage. Avoir cette carte en tête est absolument essentiel pour la sécurité. Et s'il n'y a qu'une seule et unique chose à retenir sur ces stades, c'est bien celle-ci. On n'extube jamais un patient pendant le stade 2, jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le moment où le larynx est hyper réactif. Le risque de laryngospasme, cette fermeture brutale des voies aériennes, est à son maximum. C'est la règle d'or, non négociable. D'ailleurs, parlons-en. Si malgré tout, un laryngospasme arrive, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, on ne panique pas. Il y a un protocole bien précis pour gérer cette complication qui peut très très vite devenir critique. Voilà l'arbre de décision. Première chose à faire, on calme le jeu, on arrête toute stimulation. Ensuite, on essaye de forcer le passage de l'air avec de l'oxygène à 100% en pression positive, tout en faisant une manœuvre pour dégarer les voies. Si ça ne marche pas et qu'on a une voie veineuse, on peut approfondir un peu l'anesthésie pour relâcher le spasme. Mais si on n'a pas de voie veineuse, la situation est plus tendue et peut nécessiter une intubation en urgence. On aborde maintenant notre dernière section technique, la transfusion. La question est double et elle est cruciale. À quel moment exactement est-ce qu'on doit transfuser et surtout avec quelle quantité? Cette petite phrase, elle résume toute la philosophie de la transfusion pédiatrique. Chez un enfant, un manque de volume sanguin total est bien plus dangereux qu'un simple manque de globules rouges. La priorité absolue, c'est donc de restaurer ce volume pour que le cœur continue de pomper efficacement, avant même de se focaliser sur le taux d'hémoglobine. Alors, en pratique, quand est-ce qu'on se décide? Les seuils ne sont pas fixes, ils dépendent du contexte.
Avant une opération, on peut tolérer un taux un peu plus bas, disons autour de 8 grammes par décilitre. En post-op, on est un peu plus strict. Et en néonatologie, où les réserves sont quasi nulles, on est encore plus prudent. On n'attend pas, on agit dès que ça passe sous les 10. Et pour savoir quelle quantité donner, il y a aussi une règle d'or très simple. Il faut retenir que 3 à 4 ml de globules rouges par kilo de l'enfant. Ça permet de faire remonter son hémoglobine d'environ 1 gramme par décilitre. C'est un calcul simple pour une action précise. On a fait le tour des aspects techniques les plus importants. Maintenant, il est temps de tout rassembler, de synthétiser les points clés, ce qu'il faut vraiment avoir gravé en tête. Alors en résumé, 1. La physiologie de l'enfant change tout le temps, nos références doivent s'adapter. 2. Dans l'urgence, les formules rapides sont nos meilleurs amis. 3. Le stade 2 de Gödel, c'est la zone rouge absolue pour une extubation. 4. Si ça saigne, on pense volume avant de penser globules rouges. Et enfin, 2 règles de sécurité ultimes. On ne réveille jamais un enfant en hypothermie et on n'aspire jamais en retirant la sonde d'intubation. Finalement, tous ces chiffres, toutes ces règles n'ont qu'un seul et unique but, nous préparer. Parce que la meilleure des préparations, c'est d'avoir tellement intégré ces concepts qu'ils deviennent des automatismes, surtout quand on est sous pression. Et pour finir, je vous laisse avec une question. De tous les outils qu'on a vus, de toutes ces règles, laquelle sera la plus décisive la prochaine fois qu'une situation deviendra critique? C'est en y pensant maintenant qu'on se prépare le mieux pour demain. Merci pour votre attention.